Ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, les PME, le commerce, l'artisanat et le tourisme, c'est dans votre escarcelle gouvernementale. Bonjour Olivier Grégoire. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être ce matin sur LCI. Nous y sommes, ou plutôt vous y êtes. Premier échec pour le gouvernement hier soir au Parlement, qui a connu une mise en minorité, puisque par un vote conjoint LFI, LR et RN, eh bien, l'article phare, on peut dire, de la loi sanitaire est tombé. Il permettait d'instaurer le pass sanitaire aux frontières. Vous touchez du doigt, là, la faiblesse, votre faiblesse à l'Assemblée. Je ne crois pas. Je crois qu'on touche du doigt le choix de partis contre l'intérêt général. Ce qui m'importe ce matin de partager avec vous, c'est pas tant, et on va y revenir sur ce qui s'est passé cette nuit. Ce qui m'importe, c'est sur quel texte. C'était un texte extrêmement simple. 2 grands axes. 1, permettre la surveillance épidémiologique et permettre aux outils de poursuivre après le 31 juillet, notamment l'outil de veille épidémiologique pour voir le nombre de cas et tracer, le CIDEP. Et 2, en cas d'émergence d'un nouveau variant, vous savez bien, on l'a vécu, on est à 7e vague des nouveaux variants, la possibilité de contrôler aux frontières pour éviter, si des variants se développaient dans d'autres pays du monde, de faire entrer les touristes porteurs du variant. C'est sur le point 2 qu'il y a eu effectivement une convergence de toutes les oppositions pour rejeter le pass sanitaire aux frontières. Moi, ce qui me peine aujourd'hui, ce matin, mais je garde de l'espoir puisqu'il est à Sénat, c'est qu'en réalité, c'est un texte d'intérêt général, c'est un texte de protection sanitaire. Et donc, cette convergence des oppositions se fait, je dirais, sur le dos de la protection sanitaire des Français. Alors, une convergence des antivax très connus, LFI, enfin en partie LFI et aussi le RN, auquel se sont adjoints LR. Donc ça, c'est effectivement la majorité, l'opposition. Oui. Mais vous, votre problème, c'est que effectivement là, vous êtes mise en échec. On va regarder le tweet d'Elisabeth Borne qui a immédiatement réagi. Elle recevait tous les parlementaires hier, mais elle a réagi par un tweet en disant « L'heure est grave, rendez-vous au Sénat, le texte arrive le 20 juillet ». Quelle leçon vous tirez, vous, au gouvernement, de cet échec? Est-ce qu'il y a eu un défaut de concertation? Est-ce que vous allez procéder autrement? C'est ça qui devrait vous intéresser. Lorsque le texte a été entamé, et je vais le partager avec vous ce matin, j'étais encore porte-parole du gouvernement. Elisabeth Borne a remis en place les comités de liaison depuis plusieurs semaines avec les présidents de groupes parlementaires, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Et nous avons fait un premier comité de liaison il y a déjà bien 2-3 semaines, où la Première ministre a expliqué ce qu'il y aurait dans le cœur de ce texte. 1, les outils de surveillance. 2, protéger nos frontières en cas d'émergence d'un nouveau variant. Donc elle l'a fait, elle a informé, j'en ai été témoin direct, elle a présenté le texte et ses objectifs. La réalité, c'est que nous assistons ici à une convergence des contres auxquels nous nous attendions. Nous sommes lucides et nous savons bien que la configuration de l'Assemblée a changé. Mais je vais vous dire, convergence des contre ou convergence des pour moi, c'est une convergence. Qu'est-ce que vous y voyez? Quel est le problème? J'y vois en réalité, peu importe les origines politiques, et je dirais même, peu importe les sketchs, notamment des NUPS qui nous ont depuis 2 semaines feuilletonnés sur la majorité a fait ci vis-à-vis du RN, la majorité a fait ça vis-à-vis du RN. Moi, j'observe que, par exemple, les NUPS n'ont aucun problème à converger avec le RN et LR quand il s'agit de s'opposer au gouvernement. Donc, regardez juste les images des applaudissements. Mais qui sont en fait, qui parlent d'eux-mêmes. On va regarder, parce que c'est vrai que ça n'est pas si fréquent. On les a, les images, non? Les images où on voit à la fois les parlementaires RN et LFI, donc et de droite de l'hémicycle. Non, on les a pas. En tout cas, on les réentendra, mais c'est vrai que on peut au moins dire que c'est pas si banal. Là, je suis pas du tout. Je suis pas. Mais néanmoins, c'est aussi un problème pour vous. Est-ce que et c'est un problème pour vous et pour les Français, parce que il y aura des difficultés à faire avancer les textes. C'est d'abord un problème pour les Français. Je le pense sincèrement. On sait très bien que la configuration nouvelle de l'Assemblée va rendre les débats plus complexes, plus difficiles, plus de compromis. On sait très bien qu'on va devoir être plus ouvert, on le sait pertinemment, et on va essayer de le faire. D'ailleurs, ce texte était réduit à son strict minimum. Il n'y avait aucun sujet polémique. Là, il s'agissait encore une fois juste de protéger en cas d'émergence de nouveaux variants. Moi, ce que je vois, c'est que nous avons, sans en faire trop, mais nous avons un revers, comme vous le dites, hier soir, mais qui s'est fait sur le dos
de la protection et de la santé des Français. Donc j'ai à cœur, dès la semaine prochaine, puisque le Sénat s'exprimera aussi sur le texte dès la semaine prochaine, j'espère très sincèrement que les sénateurs seront plus responsables et permettront cette surveillance aux frontières en cas d'émergence du virus à nouveau. C'est l'Assemblée qui a le dernier mot. C'est l'Assemblée qui a toujours le dernier mot, ça c'est une évidence. C'est une convergence qui est mise à jour, qui était assez... les images parlent d'elles-mêmes. J'ai du mal à comprendre, je vous dirais même à valider, qu'on se réjouisse ensemble, extrême gauche, extrême droite, de moins de sécurité sanitaire pour les Français. C'est ça qui me pose un problème. Pour dire les choses, depuis le 19 juin, le soir des législatives, on dit que ça va être compliqué pour vous. Vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit aussi rapide comme leçon du nouveau rapport de force à l'Assemblée. Je connais l'extrême gauche. Hier soir, la majorité avait l'air quand même un peu sidérée. La majorité... Surprise. Sidérée, je ne crois pas. Surprise, sincèrement, pour faire des réunions de groupe, pour avoir passé la soirée lundi soir au Parlement en audition sur le texte pouvoir d'achat, la majorité, elle sait très bien qu'en étant relative, ça va être plus compliqué. Mais elle sait autre chose aussi, Elisabeth Martichoux, c'est qu'une majorité relative, c'est toujours plus solide qu'une minorité absolue. Ce qu'on voit, c'est quand les minorités absolues convergent, là où Jean-Luc Mélenchon, avec ses grandes phrases depuis des années, jette l'opprobre sur le Rassemblement national. Là où Marine Le Pen, souvenez-vous, j'ai regardé ce matin, il y a un an, jour pour jour, suppliait, appelait le gouvernement à rétablir le pass sanitaire aux frontières. Enfin, ça en devient presque comique. Ça serait comique si ça ne serait pas, encore une fois, sur le dos de la sécurité sanitaire des Français. On est en 7e vague, il y a eu 150 000 morts. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'on ne doit pas l'oublier. Je pense que la politique, c'est important, les partis aussi, mais l'intérêt général prime. Et hier soir, ça n'a pas été le cas. Donc, manque de responsabilité des partis de l'opposition. Encore une fois, il n'est pas nouveau que, à droite comme à gauche, aux extrêmes, on soit anti-vaccin et anti-pass sanitaire. La loi sur le pouvoir d'achat. Qu'on se lève, qu'on applaudisse, qu'on exulte et qu'on se réjouisse ensemble. Loi pouvoir d'achat, bon, c'est la suivante. Avec le projet de loi de finances rectificative, la bataille va être rude. Comment vous allez faire ? La bataille sera rude et c'est bien pour ça que depuis des semaines, déjà, la Première ministre, mais aussi le ministre des Relations avec le Parlement, la présidente du groupe, Aurore Berger, tous sont en train de consulter et d'échanger avec des députés et avec les formations politiques pour voir ce qu'on peut embarquer dans le texte pour enrichir le texte. Si tant est qu'on ne crée pas des charges de la dette impossibles à financer, ou de nouveaux impôts. Alors vous avez des articles, on va en dire deux mots, parce que après tout, ça intéresse les consommateurs, c'est très grand public. Oui. Dans la loi pouvoir d'achat, il y a aussi des motifs de protection, des outils de protection. Ça peut être consensuel éventuellement. Rappelez-nous en quelques mots. Bien sûr, comme c'est consensuel, vous avez raison, on n'en parle pas. Donc je vous remercie de me permettre d'en parler. Je les ai présentés aux députés qui ne se sont pas exprimés sur ce sujet. Signe que de gauche à droite, le texte, les 3 articles semblent plutôt de bon sens. Premièrement, faire en sorte que les Français ne subissent plus un certain nombre de dépenses qui vont avec des abonnements, par exemple VOD, gaz, électricité, téléphone. Parfois, on contracte un abonnement et c'est la croix et la bannière pour résilier son abonnement. Il faut envoyer une lettre commandée à une adresse de boîte postale, vous attendez un mail et puis il faut renvoyer un recommandé. Parfois, ça prend des semaines, voire des mois. Et en attendant, les sous sont débités sur les comptes tous les mois. Donc, on demande à de nombreux acteurs économiques de mettre en place ce qu'on va appeler un bouton résiliation. Vous pouvez donner des exemples ? Ça va être très simple, ça va être des acteurs de la VOD, je ne vais pas tous les citer, mais la vidéo à domicile, encore une fois, les abonnements téléphoniques, Internet, permettre en 3 clics, à partir d'un bouton résiliation qui sera sur le site web, de mettre fin à son abonnement dès le mois prochain. Et s'ils ne le font pas ? S'ils ne le font pas, il y aura dans l'article, il y aura la ministre des PME avec l'administration, la Direction générale de la répression des fraudes, la DGCCRF, qui leur rappellera gentiment qu'il faut le faire et qui ensuite les contraindra pour le faire. C'est indispensable. On se bat contre les dépenses contraintes, vous avez compris, avec le bouclier tarifaire, avec le bouclier loyer. On se bat là aussi contre les dépenses subies. Autre chose qui enquiquine la vie des Français, et j'en ai encore reçu un hier, et je suis sûr que vous en avez reçu, c'est les arnaques. On appelle ça des pratiques commerciales trompeuses en droit commercial. Sur les mobiles, arnaques, sur les mobiles, les SMS, les appels, par exemple pour le compte personnel de formation, le CPF, pour votre rénovation thermique. Tous ces appels que vous recevez de plateformes et qui parfois sont réalisés par des personnes qui sont en bande organisée et qui fomentent une arnaque. Nous souhaitons renforcer considérablement les peines des personnes qui agissent en bande organisée. Donc ça, il faut passer par la loi pour obliger ces acteurs à faciliter la désaffiliation des abonnements. Pour une partie. Effectivement, quand ceux qui payent, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Vous dites que ce sera plus facile en 3 clics
On verra. Il y aura un bouton sur le site de l'opérateur. Alors, je le dis avec un peu de certitude. Vous ferez un peu de pédagogie autour de ça. Pourquoi ? Parce que c'est déjà développé en Europe, les Allemands le font déjà, et certaines grandes plateformes numériques le font déjà. C'est bien la preuve que c'est possible à faire. Et donc, on va le déployer dans le texte pouvoir d'achat. Vous vous inspirez des modèles déjà européens mis en place. Rendez-vous dans quelques semaines pour voir si c'est opérationnel. Emmanuel Macron reviendra évidemment sur le rapport de force politique demain dans l'interview qu'il accorde à TF1 et France 2 à suivre sur LCI à partir de 13h. Cette interview du 14 juillet, il ne l'a faite qu'une fois en 5 ans. Là, il l'a fait début de quinquennat. Pourquoi ? Parce que il faut dissiper un peu le flou autour d'un projet, par exemple, dont on a eu du mal quand même à voir le contenu. C'est ça le but ? Qu'est-ce qui pousse à faire quelque chose qu'il n'a pas voulu faire parce que c'est aussi un nouveau quinquennat. C'est un homme qui écoute et qui entend aussi les reproches qui ont pu être faits. Qui sont variants d'ailleurs à l'aune des semaines, des mois, des années. Parfois il est trop présent, parfois il ne l'est pas assez. Ça m'a pas mal frappé, notamment ces derniers mois. Donc là, je pense que c'est une adresse républicaine d'un président réélu dans un contexte estival avec une nouvelle donne politique. Et je pense qu'il est important qu'il s'exprime à l'endroit des Français aussi sur les perspectives des prochains mois et sur son état d'esprit. Je n'y vois pas plus de sens que la prise de parole d'un président nouvellement élu qui peut-être a envie de faire les choses un peu différemment dans ce nouveau quinquennat. C'est aussi le sens du CNR, du Conseil national de la refondation, qu'il a souhaité et qui sera mise en place. C'est aussi une adresse un peu peut-être plus personnelle du président à l'endroit des citoyens français après sa réélection. Alors, vous dites qu'il va faire différemment. Quand il a répondu hier aux questions sur le dossier Uber, au cours d'un déplacement en Isère, je crois que vous étiez là aussi. J'étais au Parlement. Et vous étiez au Parlement, pardon. En tout cas, lui, il a assumé à fond, comme on dit vulgairement. Il a plaidé l'efficacité économique, mais martelé, je l'ai fait. Oui. Je le referai. Mais alors, justement, à propos de j'ai changé, c'est pas un peu court ? Est-ce que c'est pas une façon d'écarter quand même d'un revers de main, avec une formule, une remise en cause, quand les Français lui ont envoyé un petit message de modestie quand même aux législatives ? Alors, je pense qu'il répondait à une question qui lui était posée sur ce qu'on appelle les Uber Files. D'abord, je veux revenir sur le dossier Uber. Je pense qu'il faut remettre un peu l'église au milieu du village. On a ici un président qui était ministre de l'économie en 2014, à une époque où dans tous les secteurs économiques, Uber, mais aussi chauffeurs privés, Doctolib, Tesla, Alan, les mutuelles en ligne, tout le secteur économique était en train d'être bousculé par l'arrivée de nouveaux acteurs, avec des gisements d'emplois qui étaient en train de se développer dans toute l'Europe. Et donc le ministre de l'économie reçoit, mais pas de façon secrète, enfin ça j'ai envie de le dire aussi ce matin, les personnes qui sont venues le voir d'Uber sont passées par le 145 rue de Bercy, où on rentre au ministère de l'économie. C'était pas des rendez-vous cachés. Si, il y a des rendez-vous qui n'étaient pas à l'agenda. Vous, ministre, quand vous recevez des lobbies, vous les mettez pas à votre agenda ? D'expérience. Moi, je ne mets pas tous mes rendez-vous à l'agenda. Et parlementaire, oui, parfaitement. Pourquoi ? Parce que c'est un choix personnel, c'est un choix que j'avais déjà fait en tant que parlementaire. Je pense qu'il est indispensable de sourcer, par exemple, ces amendements, quand les amendements viennent de groupements d'intérêt, que ce soit... On rappelle qu'il est possible que les lobbies livrent clé en main des amendements. Il est plus que possible. Alors, il est plus que possible, mais on ne le sait pas. Mais moi, je veux faire la transparence là-dessus. J'ai aucun problème avec ce sujet. Il en manque. Non, mais d'abord, la transparence, c'est valable pour tout le monde. Il y a des lobbies, par exemple, de VTC, mais Greenpeace ou Oxfam est un lobby en faveur de la transition écologique. Donc c'est déjà un lobby, c'est un mot anglais, on peut parler de groupement d'intérêt, mais c'est la même chose. Quand des écologistes posent des amendements issus de réflexions ou de propositions de Greenpeace ou Oxfam, certains d'entre eux, je me souviens de Mathieu Orphelin, qui était d'ailleurs député à l'époque, qui sourçait la provenance de ces amendements. Ça n'est pas sale en termes de pratique, de grâce. Ce sont des choses très bien. Et effectivement, à l'Assemblée, on a encouragé ces dernières années à dire d'où venaient les amendements. Il y a eu des rencontres, il y a eu des échanges, il y a eu des SMS. À l'agenda. Mais c'est pas ça qui nourrit. Je vois bien ce que vous voulez dire, mais qu'est-ce qu'on veut ? Ça nourrit pas. On veut la transparence absolue. Vous voulez qu'un ministre, par exemple, parce qu'il va être contraint à mettre à l'agenda certains rendez-vous, décide de ne pas les faire parce qu'il sera sous les yeux de l'opinion publique. Il y a des moments de crise, il y a des moments de négociation difficiles quand on est ministre. On voit parfois beaucoup d'acteurs dans la même semaine. Je ne vois pas où est il y a comme une sorte de procès d'intention induit. Pas de vous, je l'entends, mais je ne vois pas où est le mal. Ce serait mal d'avoir reçu Uber, ce serait pas mal de discuter avec Oxfam. Quand NUPS, par exemple, c'est très important, Elisabeth Martichoux. C'est pas tout à fait la même chose. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre un lobby de VTC, un groupement d'intérêt qui défend des nouveaux conducteurs, un groupement d'intérêt qui défend
la transition écologique ou un groupement d'intérêt qui va défendre les commerçants En tout et les cas, artisans. vous défendez cette critique malgré le fait que dans l'opinion publique, ça peut être perçu en effet comme Mais c'est pour une ça qu'il faut pratique qui expliquer. pêche par défaut de Mais transparence. non. Vous voyez les malentendus et les Non. exploitations auxquelles Ah ça, je vois bien les ça peut exploitations. donner. Ben, autant les Je vois bien éviter. les exploitations. Je vais vous Autant donner un les autre éviter. exemple. Très vite, Campus- parce que je voudrais qu'on parle du Campus tourisme. c'est aussi- propose le SMIC à 1 500 €. Bon, ça a un impact, par exemple, sur tout le secteur de l'hôtellerie, Ouais. de café, restauration, dont j'ai la charge. Pourquoi? Parce que ça va augmenter le coût du travail. Bah, de fait, vous allez avoir beaucoup de groupements d'intérêt qui vont demander à voir les députés NUPS pour les alerter, pour leur dire attention, dans l'hôtellerie, la restauration, vous allez casser ma compétitivité. Est-ce que vous m'avez déjà entendu imaginer que NUPS serait à la solde d'Airbnb ou de Netflix sous prétexte qu'ils vont recevoir des groupements d'intérêt qui vont défendre leur position? Non, c'est le travail d'un Oui. politique. Une petite différence. Non, entre je ne quelqu'un crois pas. qui gouverne, qui décide, qui peut peser effectivement directement sur la vie française, et un parlementaire qui essaye de le faire, mais qui n'a pas exactement les mêmes leviers d'action. Je ne suis pas d'accord et je pense que l'implication ce serait des décisions n'est pas grave la qu'un même. ministre de l'économie ne reçoive pas les acteurs économiques entrant sur un marché. En tout Oui. cas, qui ne l'indique pas à son agenda. Non, mais en c'est question. un- Comme C'est un mauvais procès comprends. et je sais Mais on que peut discuter des je règles. connais votre talent, mais je ne resterai pas sur cette phrase. J'ai compris. Et les Français peuvent entendre, et beaucoup l'entendent d'ailleurs, j'en entends beaucoup. J'entends très bien cette quête de transparence, nous l'avons actée au Parlement, et nombre de ministres, moi j'en mets beaucoup à l'agenda, mais j'ai la franchise de vous dire que je ne les mets pas tous. Il y a des moments de crise, de négociation, et je pense qu'il ne faut pas non plus empêcher l'action du ministre sous prétexte de cette transparence qui peut être parfois suspicieuse. c'est dit. Comment Merci. se présente la saison touristique? Bien, une bonne nouvelle. Mieux que bien, c'est-à-dire Mieux que on bien. va faire Alors, des meilleurs résultats. J'ai des résultats qui vont être, je le pense, formidables et possiblement supérieurs à ceux de l'année d'avant-crise 2019. On le doit d'abord et avant tout à la résistance des acteurs du secteur touristique, avec l'aide de l'État bien sûr, mais à leur résistance. Plus 20 à 30% de réservations dans l'hôtellerie française, notamment dans le sud, j'étais dans l'Hérault la semaine dernière, et plus 40% de réservations dans ce qu'on appelle l'hôtellerie de plein air, les campings, qui font un carton cet été auprès des Français. Beaucoup de Français partent, 6 sur 10, 40% d'entre eux ne partent pas. Et donc nous avons aussi un enjeu social, c'est la 40e anniversaire des chèques vacances qui permettent aux Français d'aller passer une semaine ou deux dans des locations, dans des campings. Et nous aurons à cœur, dans les prochaines semaines aussi, peut-être de renforcer l'aide sociale aux Français qui ne partent pas en vacances. Je pense à eux aujourd'hui, notamment avec la canicule. 40% d'entre eux, c'est quand même beaucoup, mais la saison s'annonce bien. L'absence de la clientèle russe ne pénalise pas, c'est largement Pas à compensé cette par les heure, Français. nos qui amis partent. belges sont là, nos amis d'Europe du Nord sont là, Ouais. et nos amis américains sont de plus en plus présents. Donc pour l'instant, on a une saison qui s'annonce très belle, malgré très clairement des difficultés de recrutement. J'allais On m'en dire, parle tous les jours. Comment vous aidez les PME, toutes les entreprises qui Déjà- tirent la langue parce qu'il n'y a pas assez d'emplois? Déjà en renforçant leur capacité d'augmenter la rémunération des saisonniers, notamment, avec des dispositifs qu'on a beaucoup de mal à expliquer aux NUPS qui font semblant de ne pas comprendre, mais ils parlent beaucoup de salaire. Bien sûr, le salaire est un enjeu et on va le traiter dans le pouvoir d'achat, mais il y a aussi la dimension prime. On relance la prime Macron, on l'augmente, on la facilite. Un saisonnier, par exemple, qui veut donner une prime et qui veut fractionner parce qu'il n'a pas la Un trésorerie. employeur de saisonnier, vous voulez dire, Oui. qui veut donner une prime. Pardon, excuse-moi, je suis Oui. allé trop vite. Un employeur de saisonnier qui vient, par exemple, pour tenir le glacier pendant 1 mois et demi ou 2 mois, pourra lui donner une prime qui pourra fractionner. Il n'est pas obligé de le donner en une seule fois, défiscaliser, désocialiser. Ça aide, mais Donc, il faut pouvoir Ça aide. faut On avoir de a quoi la donner. aussi mis 1,4 milliard d'euros, ça me semble important de le rappeler, depuis 8 mois. Pour accélérer la formation des sans-emploi et les orienter vers les métiers sous tension. Donc, on est chaque jour sollicité sur le dossier, on avance. Il faut faire mieux et je veux être très sincère, les acteurs le savent. On ne fait pas ça en appuyant sur un bouton, on a un vrai problème de main-d'œuvre et donc ça demande aussi un peu de temps. Et pour ça, la saison pourrait être un tout petit peu moins top qu'elle ne s'annonce. Oui, ça pénalise quand même. Ça pénalise nos acteurs économiques. Allez, dernier mot. Qu'est-ce que vous allez dire pour sauver le soldat Cailleux? Caroline Cailleux, votre collègue, ministre des collectivités territoriales, dans la tourmente, interrogée sur ses positions anti-mariage pour tous à l'époque de l'examen de la loi. Elle a dit hier matin, j'ai des amis parmi ces gens-là, en 2022, parler des homosexuels, en disant ces gens-là. Ça sonne comme un aveu d'homophobie, non?
j'y arrive, je suis pas du genre à me défiler. Elle a dit, avant l'expression que vous mentionnez, elle a fait un tweet où elle s'est excusée. J'ai envie... Après qu'elle a dit Bon. ça. Elle s'est excusée, errare humanum est, de bon matin un peu de latin c'est bien, sed perseverare diabolicum. Donc on a le droit à l'erreur une fois. Ce qui est important, c'est qu'elle ait évolué, qu'elle ait surtout compris qu'elle était membre d'un gouvernement extrêmement progressiste sur ces questions-là, et qu'elle soit aujourd'hui en ligne avec la position du gouvernement. Je ne cautionne pas l'expression que vous venez de mentionner. Je cautionne l'excuse de la ministre. Et j'ai à cœur de voir comment, dans les prochaines semaines, ça évoluera. Mais je crois que, dans le contexte, moi, j'ai à cœur pour moi déjà de remettre, et pour les autres, de remettre les choses dans leur contexte. Ça ne l'excuse pas. C'était une position en 2013. On est en 2022. Je pense qu'elle a évolué. En tout cas, le gouvernement auquel elle appartient est très clair sur la question des droits LGBT, des droits des minorités et des droits des homosexuels. On en reparlera, Olivier Grégoire, c'est peut-être les limites du en même temps. Voilà, de rassembler des gens qui avaient des positions très différentes initialement. Les gens changent aussi. Je pense qu'Emmanuel Macron si vous voulez, parfois des procès, je ne le dis pas que pour Madame Cayeux, mais quand Jean-Luc Mélenchon vantait les mérites de la majorité relative et de l'absence de vote de confiance sous le gouvernement Rocard, il a changé. Ok, c'était il y a 25 ans. Il a changé, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je crois, et c'est valable pour tous, que les gens peuvent changer et que l'opprobre n'est pas, moi, quelque chose que je pratique beaucoup. Et je crois au fait que les gens changent. J'ai donc l'espoir qu'elle ait changé. Merci. Merci à vous. Merci, on termine sur une question grave. Merci à vous, en tout cas, Olivier Grégoire, d'avoir été ce matin sur le plateau du LCI. Merci à tous ceux qui ont accompagné, aidé, soutenu cette interview politique en coulisses, en studio, bien sûr, et en régie. Bonne journée à vous. Dans un instant, le temps de ce mercredi 13 juillet avec Ange. Bonne journée sur LCI.